La fin des années 70, la frontière française. Une famille, 10 enfants, la télé allumée toute la journée. Du papier peint vert et jaune, des rideaux fleuris aux fenêtres, mais pas de soleil, pas d'air à l'intérieur. Il y a même une odeur. La mère a les mains rouges, à force d'équarrir les haricots. Le père a le nez rouge, à force de côtoyer des poivreaux. Il y a un petit, au milieu de tout ça. C'est Jackie. Il a 12 ans. Il est gentil, Jackie. C'est le gamin qu'on ne remarque que parce que c'est le seul à ne pas se faire remarquer. Il a de très longs cils. C'est le frère qu'on traite parfois de pédé. Mais c'est le préféré de Valérie, 15 ans, qui avec lui se prend pour une petite maman. Les autres sont plus grands, ils sont plus remuants. Alors quand Jackie disparaît, on met du temps à le constater. On détaille les carottes sans lui, on s'attable sans lui, et c'est à sa chaise vide au repas du soir qu'on découvre qu'il n'est pas rentré. On se demande, il t'a dit quelque chose? Il t'a laissé un mot? T'as été voir dans sa chambre? Mais il n'y a rien. On va gueuler un coup dans la rue, mais personne ne l'a vu. On sonne chez le voisin, chez le vieil Alberto qui a encore oublié son dentier et sur lequel quelques poils épars indiquent l'emplacement du menton. Alberto avec qui Jackie est le seul à converser alors que les autres enfants ne font qu'en rire. Alberto qui ne sait pas, qui ne voit pas de qui il s'agit, jamais vu ce Jackie. Alberto qui se met à soliloquer sur ses faits d'armes à la guerre civile espagnole et dont on prend congé avec brutalité tant il semble ne pas vouloir s'arrêter. Les policiers sont appelés. Les parents ne pleurent pas. Ils n'ont jamais pleuré. Les drames, chez eux, tirent le rideau de fer sur ce genre d'émotions et s'ils sont inquiets, bien sûr qu'ils sont inquiets, ils le manifestent en se chamaillant. C'est une famille où on ne parle pas. C'est une famille où plus souvent on aboie. Les agents disent envisager la disparition avec sérieux, mais recommandent de prendre le mal en patience. Attendre. C'est peut-être une fugue. 12 ans, c'est tout de même grand. C'est un âge où on s'en va parfois de chez soi, comme ça, sans raison et sans sommation. La mère n'y croit pas. Pas Jackie. Il n'est pas comme ça. Mais un agent répond que c'est ce que croient tous les parents. Jackie ne revient pas. On attend, attend encore, et il n'est toujours pas là. Sa sœur, Valérie, colle des affiches avec son visage sur les arbres, sur les murs. Elle le retrouve barbouillé de feutre. Les gosses du quartier lui dessinent des lunettes, des boutons, des moustaches. Il semble que les policiers ne font rien. Enfin, c'est difficile à dire, mais la famille n'a plus de nouvelles. Et quand elle appelle, ils promettent qu'ils travaillent. Ils ne parlent pas d'indices. Personne ne sait s'ils ont la moindre piste. Le temps passe et passe. Un été, un automne, un hiver, un printemps, et une année encore. La chaise de Jackie est remisée à la cave. Ça faisait glauque de manger en présence d'un absent. On ne l'oublie pas, mais on n'en parle pas. On ne dit rien. On ne dit plus jamais rien d'ailleurs. Les garçons turbulents se sont renfermés. Et pour se signifier son affection, on aide à la vaisselle. Le partage des tâches ménagères remplace les marques de tendresse et on débite des patates avec la mère pour qu'elle sente qu'elle n'est pas seule dans le chagrin. On n'entend plus que la télé, qui crache des histoires où il n'est jamais question de Jackie. Le vieil Alberto meurt. On s'en rend compte parce qu'il ne relève plus les stores et quand on voit les pompes funèbres enlever le corps, on pense à Jackie, qui aurait été si triste, car il était si gentil, Jackie. Et puis on décide qu'on n'y pense plus, que la vie continue. Enfin, le quotidien plus que la vie, car la vie semble s'être retirée de cette maison en même temps que le vert et l'orange des murs, repeints en marron, parce que ça semblait bien de changer quelque chose au décor. Et puis, on est en janvier, et puis il y a un coup de fil. On voit la mère qui décroche. Allô ? Qui reste silencieuse, qui raccroche et qui s'affale sur sa chaise. On suit une grosse larme, puis deux, qui dévalent le long de son nez. La mère muette, qui pleure. Et on pense alors qu'il s'est passé malheur.
Sauf que ce n'est pas ça. C'est le contraire sans doute. Mais comment l'assimiler? Jackie est vivant. Il est revenu. Il arrive. C'était la police. Asseyez-vous, madame, vous êtes assise? Tenez-vous bien. Le gamin est de retour. On vous l'amène. Alors on file à la cave, on installe à nouveau la 12e chaise, la mère termine la vaisselle en vitesse, le père décapsule une bière et Valérie monte se laver la figure. Ça sonne à la porte. C'est eux. Un garçon entre. L'agent lui lâche l'épaule, serre la main au père, sourit, et puis s'éclipse avec un air de héros. Jackie s'avance au milieu de la cuisine. 2 ans qu'on ne l'a plus vu. 2 ans de ces années qui comptent triple, où les enfants deviennent des adolescents, où les garçons s'épaississent, changent de voix, grandissent des oreilles, du nez, des bras, avant de pousser d'ailleurs. Valérie observe ce nouveau frère immense, aux cils ras, qui ressemble autant au gentil Jackie qu'elle-même a blondi. Elle lui tourne autour, l'autre ne bouge pas. Mais sa tache de naissance dans le cou parle pour lui. Et alors, il s'assied sur la bonne chaise, et alors, on se dit qu'il a faim, et soudain, la mère et le père s'affairent. On lui demande s'il n'a pas froid, s'il ne veut pas prendre un bain, mais Jackie ne veut rien. Il baffe une assiette de pommes de terre pendant que la télé déroule un sujet sur la victoire d'Alain Prost au Grand Prix d'Argentine de Formule 1. Puis, sans s'excuser, Jackie se dirige vers l'escalier, hésite un instant, comme s'il s'était trompé, pousse la bonne porte et s'étend sur son lit sans même ôter ses chaussures. En bas, on remet le son du poste et la soirée s'achève sur un film avec Louis de Funès. En rejoignant sa chambre, Valérie jette un œil par l'embrasure de la porte de celle de Jackie, qui respire déjà par saccades et dont l'abdomen musclé soulève en se gonflant le bas d'une chemisette dévoilant une mince ligne de poils qui plonge dans son pantalon. Elle s'étonne de la virilité précoce de son petit frère. Elle s'étonne d'être la seule à s'en étonner. Elle passe en revue le dessin anguleux de sa mâchoire et l'ascenseur de sa pomme d'Adam, et elle pense que non, décidément, elle ne reconnaît pas tout à fait ce garçon. Valérie sent que ce qu'elle éprouve confusément à la vue de ce corps anormalement adulte est mal et défendu. Alors quand elle s'endort ce soir-là, pour se racheter, elle psalmodie une petite prière, la seule dont maintenant elle se souvient, le « Je vous salue Marie ». Cela fait 2 ans que les Leparlier n'ont plus mis une patte à l'église, 2 ans qu'ils se disent, sans se le dire, que s'il y avait un bon Dieu, il n'aurait jamais permis que le petit se volatilise, et 2 ans que Valérie a entrepris d'oublier tout ce qu'elle savait du catéchisme. Mais là, comme Jackie, ça revient. Quand Valérie se lève le lendemain, son frère est toujours couché, les yeux ouverts, les mains derrière la tête, le regard fixe sur le plafond. Ce sont ses aisselles qui déploient leur toison, noires et drues comme un oursin. La jeune fille ressent comme une crampe en bas du ventre. Ça lui fait un peu mal, mais elle n'est pourtant pas pressée de s'en débarrasser. En bas, sur des images de Starsky et Hutch plaquées sur la télé, on entend la radio qui annonce que le petit Jackie Leparlier a été retrouvé sain et sauf, qu'il a 14 ans aujourd'hui, qu'il avait fugué, dormi sur des bancs et que sa famille, tout à sa joie, ne souhaite faire aucun commentaire. Quelque chose gêne Valérie dans cette manière de présenter l'histoire, mais elle se garde d'en parler. Tout le monde a l'air si heureux. Enfin, heureux, c'est peut-être un peu trop. Mais la ride profonde qui barrait le front de la mère a disparu. Les jours se suivent et les crampes vont et viennent. Parfois Valérie s'en soulage en se frictionnant avec son oreiller. D'autres fois, elle en a trop honte et récite le Notre Père qui lui est aussi revenu pour canaliser toutes ses saletés. Mais Jackie ne fait rien pour l'aider. Quand il arrive qu'il se lève et qu'il la croise dans le couloir, il laisse traîner une main sur ses reins. Il avance son visage tout près du sien, et dans son haleine de tabac, il y a quelque chose de dangereux et d'engageant à la fois. Il a des manières de chien errant, une façon brutale de faire des tractions sur son cadre de porte. Il ne va pas à l'école et il joue des heures durant de l'opinel entre ses doigts sur la table de la cuisine. Il disparaît dans la journée.
longtemps, faire on ne sait quoi. Et quand il revient, il est couvert de croûte sur les poings. Mais Valérie, ça lui fait l'effet d'une grippe. Suée, contracture, fièvre. L'adolescente commence à se persuader que ce Jackie ne peut être son frère, ou alors on lui avait caché que les frères faisaient quelquefois cet effet-là aux sœurs. « Entre !» ordonne le fugitif repenti alors qu'elle traîne le pas devant sa chambre. Et elle entre. « Assieds-toi !» poursuit-il. Et elle s'assied. « Viens là !» conclut-il. Et elle vient là. Elle vient là, et puis là. Partout, partout où il lui dit d'aller. Et bientôt, elle est allongée sous les draps. Inutile de convoquer la Vierge, le petit Jésus ou le Saint-Père à présent, il ne viendrait plus la visiter, c'est certain. À la place, le soir, elle vient là, dans les bras de Jackie, et regagne son lit avec ce feu qui l'approvisionne en rêves de plus en plus délirants. Dans l'un d'eux, Jackie lui confesse qu'il n'est pas celui qu'on dit qu'il est. Qu'il n'a pas menti, ou alors par omission parce que lui n'a rien dit, et que de toute façon on ne lui a pas posé de questions. Jackie n'a jamais prononcé autant de mots à la suite. Valérie s'enivre de sa voix d'homme, et quand sonne l'horloge, elle est en nage, au point d'avoir les cheveux qui lui collent au front. Elle aime bien cette version. C'est un peu comme si le secret de Jackie annulait le sien, et tout est d'un coup beaucoup moins compliqué. Elle est amoureuse. Il l'aime aussi. Il est mutique, mais elle le sait qu'il l'aime aussi, parce qu'il lui offre une chaîne en or avec une petite médaille au dos de laquelle, détail, il est gravé « Héloïse ». Quand la mère aperçoit Valérie avec un bijou, elle l'accuse de l'avoir volé et la jeune fille acquiesce. Premier vrai mensonge déclaré de toute une vie d'honnêteté. Et au lieu de remettre, comme promis, le larcin à sa propriétaire, elle le glisse dans sa chaussette et le sang qui voyage entre ses orteils quand elle marche vers l'école. C'est bientôt l'été, et le soir, à présent, Jackie s'en va. On l'a vu une fois sur une mobilette. On affirme qu'il se bat dans les soirées de village. On dit qu'il boit. Il serait bien malséant que le père s'en offusque. Jackie rentre enflé d'échymoses qui paraissent ne faire souffrir que Valérie. Il l'invite de moins en moins à entrer. La nuit, désormais, sa porte est fermée. La journée, il fait des pompes sur la moquette en lâchant des grognements. Quelque chose goutte parfois de ses joues et il est difficile de savoir s'il transpire ou s'il pleure. Valérie devient muette à son tour. Et sa détresse émeut la mère car celle-ci la dispense de corvées de patates. Jackie découche. Une fois. 2 fois. À la 3e, c'est en voiture de police qu'on l'escorte à la maison. La famille est réveillée et accueille à garde un jeune homme hirsute couvert de morve qui sanglote et regarde ses pieds. Les agents le somment de répéter. Il leur a dit quelque chose. À eux au moins il a parlé. Quelle veine, pense Valérie. Il leur a dit, et là il redit, qu'il n'est pas celui qu'on dit qu'il est. Et pourtant qu'il n'a pas menti, ou alors par omission parce que lui n'a rien dit, et que de toute façon on ne lui a pas posé de questions. Il a confessé au policier qu'il s'appelait Patrick, qu'il avait 17 ans, que la tache de naissance était une chance, et la bonne chaise à table, un hasard, tout comme la porte. Qu'il était français, qu'il avait un accent, qu'il avait mieux valu le dissimuler en se taisant. Qu'il avait pris un train après s'être mangé une énième correction de son ivrogne de paternelle, avait traversé la frontière et erré dans ce village jusqu'à s'abriter sous un préau, se faire surprendre par le gardien, emmener au poste et laisser balader par l'interrogatoire de policiers trop pressés de trouver des ressemblances là où il n'y a que des coïncidences. Jackie dit plus bas qu'il est tombé amoureux et qu'il est désolé. Il déroule tout ça d'une traite, monocorde, sans croiser de regard. Et puis, Valérie voit un agent lui pousser sur la tête pour l'enfourner dans une voiture et Patrick contracter les mâchoires. Dans la cuisine, quelqu'un allume la télévision et monte le son. C'est la rediffusion d'un programme de chasse et de pêche. Le père dégoupille une bière avec un briquet.
La mère essuie des assiettes. Les enfants regagnent le lit. Plus tard, quelques reporters se font passer pour des voisins et tentent de recueillir le témoignage de la famille, mais ils sont prestement éconduits. Des policiers viennent questionner Valérie sur sa relation aux délinquants. Elle reconnaît qu'elle était amoureuse et, pour la première fois depuis 2 ans, la mère pleure. Mais personne, ensuite, jamais, ne revient plus sur cette histoire. Les rideaux à fleurs sont maintenant tout le temps tirés. Pour connaître la suite, il faut lire les journaux. Il faut lire cet article qui dit que la famille Leparlier a perdu 2 fils en l'espace de quelques mois, le faux et le vrai. Le vrai, dont le cadavre, ou plutôt le squelette, a été retrouvé dans la cave du vieil Alberto à la vente publique de sa maison. Il faut supporter ce récit de ce trou au flanc fait à la baïonnette avec une antiquité d'armes. Il faut prendre connaissance du séjour en prison du faux Jackie pour corruption de mineurs et comprendre qu'il y a pris les rudiments de truanderie suffisants pour mourir à 19 ans. Dans la famille, les journaux servent plutôt à emballer des queues de haricots, mais ceux-là, on les a lus. La 12e chaise a été mise sur la rue et un passant l'a emportée. On a pris un chien. Il est gentil. Il y a toujours une odeur. Valérie a enroulé une chaîne avec une petite médaille au poignet. Un bijoutier a effacé le prénom. Côté face, il y a une vierge que Valérie prie souvent en pensant aux 2 garçons. Starsky et Hutch ne sortent plus du garage et Alain Prost est rentré à l'écurie. À présent, on regarde Madame est servie. Vous venez d'écouter Le Jeune Jackie, une histoire écrite et racontée par Myriam Leroy. Une fiction basée sur un crime réel, l'affaire Freddy-Toulouse. Rendez-vous sur rtbf.be/noir-jaune-rouge pour écouter les autres histoires de la collection et découvrir plus de contenu. Une production de la fiction digitale de la RTBF pour la première. Pour la fiction digitale, Sophie Berck, Marine Van Kempenhout et Serge Tavitian. Direction artistique Serge Tavitian. Enregistrement Roland Beaune. Mixage Francis Leclerc.